Le président du Faso exprime les attentes de la nation burkinabé vis-à-vis de la communauté burkinabé de Guinée-Bissau. Blaise Compaoré a eu un échange avec ses compatriotes vivant dans ce pays et cela juste avant la cérémonie d'investiture du nouveau président bissau-guinéen. Kaya va accueillir la célébration nationale du 11 décembre en 2015. Le Premier ministre visite les sites devant abriter les activités de cet anniversaire et échange avec les autorités régionales sur le choix de ces sites. 30 millions de francs CFA pour nourrir les écoliers burkinabés. C'est le défi de l'association Marche de solidarité contre la faim des enfants au Burkina Faso. Elle a organisé une marche pour réunir cette somme. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans ce journal. Bienvenue à tous et merci à vous de nous suivre. La Guinée-Bissau n'est donc pas une terre inconnue pour les Burkinabés. Des compatriotes ont décidé de s'y établir, d'autres y sont en mission. Blaise Compaoré a rencontré la communauté burkinabé dans ce pays pour exprimer les attentes du Faso vis-à-vis des ressortissants à l'étranger. Cela s'est passé un peu avant la cérémonie d'investiture du nouveau président bissau-guinéen, José Mario Vaz. Focus sur la diaspora burkinabé de Guinée-Bissau avec Jean Zongo et Adjima David Chombiano. Actuellement, je suis consultant au ministère de la Santé. Docteur Adrien Ouaré vit ici depuis 1998 et fait partie des doyens de la communauté burkinabé vivant en Guinée-Bissau. Une communauté civile qui compte près de 200 membres, des fonctionnaires internationaux, mais également des entrepreneurs installés à leur propre compte. Certains, comme Dr Ouaré, ont souffert avec les Bissau-Guinéens, les vicissitudes de la vie politique qui ont émaillé ce pays d'accueil durant ces 15 dernières années. C'est un pays qui a, comme tout le monde le sait, qui a connu beaucoup de soubresauts au niveau de la sous-région. Et donc, de ce fait, en 1998 d'ailleurs, avec la guerre civile, nous étions obligés d'aller à Dakar pendant un certain temps avant de revenir. Et donc, et après ça, les activités ont repris de façon un peu lente, mais quand même ont repris. La population vraiment veut un changement au niveau de la Guinée-Bissau. Et donc, elle espère beaucoup de nouvelles autorités qui vont avoir à gérer le pays pendant 5 ans. D'autres Burkinabés ont débarqué ici en mai 2012. Ce sont des gendarmes qui furent les premiers éléments de l'ECOMIP, la mission de la CEDEAO en Guinée-Bissau, à se déployer pour prendre le relais des forces angolaises et pour contribuer à restaurer l'ordre constitutionnel. Depuis 2012, 3 contingents burkinabés se sont relayés sur place dans le cadre de l'ECOMIP, une force de 600 hommes que commande le colonel-major burkinabé Yibanga Barou. Nous avons envoyé un contingent de militaires et de gendarmes pour veiller aux questions de maintien de la paix et de sécurité. Je pense que ce dispositif doit rester encore un moment, le temps que le nouveau président prenne véritablement la pleine mesure de ses responsabilités et que les institutions s'enracinent de manière solide et durable. Le président du Faso a rencontré ses ressortissants burkinabés, civils comme militaires, pour s'enquérir de leur situation et partager avec eux le sens de son engagement pour la paix à travers les médiations et le déploiement de forces de paix pour soutenir des pays amis en difficulté. Il y va aussi de la sécurité des Burkinabés, a-t-il défendu. Nous sommes là, on aurait pu dire le Mali, bon, c'est pas chez nous, on ne va pas s'occuper du Mali, mais ce qui se passe au Mali, ça peut déteindre sur notre pays très rapidement. Et puis retour au Burkina Faso pour parler du 11 décembre 2015. C'est Kaya qui va accueillir la célébration nationale de cette fête de l'indépendance de notre pays. Le Premier ministre s'y est rendu hier pour visiter les sites choisis pour abriter les manifestations de cette commémoration et recevoir et des sites qui vont recevoir également les personnalités. Luc Adolphe Thiaw s'est aussi assuré de la pertinence du choix de ces sites auprès des autorités de la région. Nous écoutons Lazare Pouya. Accueilli à l'entrée de Kaya ce 23 juin 2014 par les autorités régionales et provinciales de la région du Centre-Nord, le Premier ministre Luc Adolphe Thiaw n'a pas du tout eu repos. Premier acte, la visite du site B, 40 hectares de la cité des Forces Vives,
à proximité de l'université catholique, puis celui du site du pied-à-terre du président du Faso, estimé à 10 hectares environ, toujours à l'entrée de Kaya, sur l'axe Ouaga-Kaya. Le chef du gouvernement et sa délégation se sont déportés à la sortie nord de Kaya, à Dondolé, sur l'axe Kaya-Dori. Là, c'est le plan A, cité des forces vives, d'une superficie de 40 hectares également, qui a été visité par Béon-Luc Adolphe Thiaw. Puis, les visites et les activités s'enchaînent avec le site de l'auberge de la Caisse nationale de sécurité sociale, située à la base Vie-Kanazoé, la pose de la première pierre de l'abattoir frigorifique, situé sur l'axe Kaya-Boulsa, d'un coût estimé à 1,4 milliard de francs CFA, études comprises, avec un délai d'exécution. Au centre-ville de Kaya, à l'espace Sandaogo plus précisément, ce sont les sites de la place de la Nation, à l'espace Ivoire, le site de la salle polyvalente, l'axe devant tenir le défilé du 11 décembre 2015, situé sur la route Sogel-B, conseil régional de Kaya, le site du jardin de la femme, sis à côté de l'hôtel administratif, et enfin, l'hôtel administratif en finition. Nous nous sommes rendus compte que lorsque nous démarrons les activités de préparation de la commémoration de la fête de l'indépendance dans l'année N, on arrive toujours en retard. Et c'est pourquoi, ayant tiré ces leçons, nous avons déjà commencé par Dédougou. Vous savez que déjà à Dédougou, les différents travaux ont été donc réalisés dès le premier trimestre, ce qui n'a pas été le cas pour les autres régions. Et cette fois-ci, je suis très heureux de constater que dans la région du Centre-Nord, à 6 mois même avant la fin donc, de l'année N-1, les choses peuvent déjà démarrer. Donc je crois que nous sommes rassurés, nous aurons l'occasion de revenir maintenant. Et nous avons repéré les différents sites. Et ce que je souhaite, c'est que ces sites ne fassent pas l'objet de crise, de contestation majeure. Et donc il faut maintenant dialoguer avec les populations concernées pour que ces sites-là soient effectivement affectés, notamment aux différents projets, aux infrastructures qui sont prévues. Pour le Premier ministre, le choix final de ces différents sites revient au Conseil régional, au gouverneur, aux maires et aux populations de la région du Centre-Nord. L'objectif étant de favoriser le consensus. Puis il a fallu expliquer les raisons du choix de ces sites aux forces vives du Centre-Nord et donner des orientations sur le démarrage effectif des chantiers. Les échanges entre le Premier ministre et les différentes composantes de la région ont abouti à des engagements de part et d'autre pour relever ce challenge. Lazare Pouya. C'est dans la salle de conférence de l'Association pour le développement de la région de Kaya, ADRK, que le Premier ministre Béon-Luc Adolphe Thiaw a rencontré les forces vives de la région du Centre-Nord. Une rencontre qui s'inscrit certes dans le cadre des préparatifs de la commémoration du 11 décembre 2015, mais aussi et surtout d'orientation. Dès l'entame des échanges, le gouverneur de la région du Centre-Nord a plaidé pour la construction d'une université à Kaya afin de réduire la distance pour les étudiants de sa région. Puis, les forces vives de la région du Centre-Nord, tout en saluant la visite du chef du gouvernement, ont étalé le chapelet de leurs doléances. La réhabilitation des barrages de la région et la construction de certaines retenues d'eau, la construction d'un stade pour les jeunes, d'un marché à bétail, d'un centre pour les personnes âgées, la clôture du mur de la maison de la femme et le bitumage de certaines voies de la ville de Kaya. Nous sommes satisfaits en tout cas de toutes les réponses. Nous pensons que, en tout cas, si ça doit continuer comme ça, si en tout cas les promesses là vont être exécutées, sincèrement, nous serons très contents. Le Premier ministre est venu nous rassurer que le 11 décembre là, réellement, ça sera organisé en 2015. Le chef du gouvernement et les ministres concernés qui étaient de la partie ont apporté des réponses adéquates aux préoccupations des forces vives de la région. La région du Centre-Nord est psychologiquement prête pour accueillir la fête du 11 décembre l'année prochaine à Kaya. Et nous avons eu l'occasion donc de leur expliquer un peu ce que nous attendions donc de la région, ce que nous attendions de la ville. Et nous avons souligné 3 principes fondamentaux qui doivent guider l'organisation donc du 11 décembre. C'est le consensus autour des infrastructures. Il faut qu'il y ait la cohésion au sein donc de la population. Et enfin, il faut qu'il y ait le principe du respect de l'hospitalité. Tout en saluant l'esprit qui a prévalu au cours de cette rencontre, le Premier ministre a exhorté les ressortissants de la région du Centre-Nord à plus de cohésion et d'entente afin de réussir le pari de 2015.
Béon-Luc Adolphe Thiao a dans la foulée donné le coup d'envoi à 3 projets ayant pour but de lutter efficacement contre la pauvreté. Un ménage, une vache, des abattoirs dans les principales villes du Burkina Faso et la campagne de production fourragère pour booster l'élevage. Ce sont là les programmes dont le lancement a été suivi pour nous par Lazare Pouya toujours. À Kaya, Béon-Luc Adolphe Thiao a mis à profit sa visite des sites du 11 décembre pour procéder au lancement officiel de 3 importants projets. Il s'agit d'abord du projet « Un ménage vulnérable, une vache » qui consiste à mettre à la disposition des ménages vulnérables une vache. Celle-ci va procurer à la famille bénéficiaire du lait et contribuera à améliorer ses revenus à partir de la vente du surplus de lait. Pour cette année, 500 vaches en gestation seront remises à des ménages vulnérables sur un rayon de 100 km autour de la ville de Ouagadougou. À terme, 5000 vaches seront attribuées aux ménages vulnérables. Les 3 bénéficiaires qui ont reçu officiellement des mails du Premier ministre, leurs vaches manquent de mots pour traduire leur joie. Je suis content du Premier ministre qui nous donne bœuf, qu'on ait qu'à regarder notre foyer. Je suis très content de ça. Le second projet lancé porte sur l'installation des abattoirs frigorifiques dans les principales villes du Burkina. Et à cet effet, le Premier ministre a procédé à la pose de la première pierre de l'abattoir de Kaya, marquant ainsi le démarrage officiel des activités de construction dans les principales villes de notre pays. Celui de Kaya, d'un coût estimé à 1,4 milliard de francs CFA, les études comprises, avec un délai d'exécution de 7 mois, aura une capacité quotidienne de production de 50 bovins, 50 petits ruminants et 50 porcs. L'objectif étant de renverser la tendance pour exporter de la viande de qualité en lieu et place des animaux sur pied. Nous voulons simplement par là résoudre la question de la malnutrition en apportant des produits laitiers de qualité et aussi en résolvant du même coup la question, si vous voulez, de la pauvreté. Le deuxième projet va porter sur la construction d'abattoirs modernes dans un certain nombre de villes de notre pays. Nous exportons aujourd'hui 400 000 têtes de bovins par an. C'est une perte énorme. Le troisième projet, c'est le lancement de la campagne de production fourragère 2014-2015. Au cours de cette cérémonie, les meilleurs producteurs fourragères du concours 2013-2014 ont reçu leur prix. Le premier prix est revenu à Nour Al-Hayat Ouedraogo de la région du Centre, qui a reçu un prix spécial d'1 million de francs CFA, un motoculteur, un broyeur et divers autres prix d'une valeur globale de plus de 5 millions de francs CFA. On ne peut pas faire de l'élevage s'il n'y a pas l'alimentation pour le bétail. Or, l'un des problèmes auxquels nous sommes confrontés au Burkina Faso, c'est l'insuffisance des ressources pour accompagner les éleveurs. Alors ce programme que nous venons de lancer depuis 2012 va donc permettre ainsi d'accroître non la production fourragère dans notre pays, mais aussi permettre de même coup à ceux qui se consacrent aux cultures fourragères de pouvoir gagner leur vie. Et je suis heureux de voir que durant la campagne précédente, la totalité de la production des fourrages s'est élevée à près de 4 millions de tonnes. Le ministre de tutelle a également procédé au lancement de la campagne de production fourragère du concours du meilleur producteur de fourrage 2014-2015. Enfin, le chef du gouvernement a procédé à la remise officielle des ambulances aux maires des communes rurales de Tikaré, de Mané et de Tougri. Ceci pour renforcer la prise en charge des patients dans ces localités. À Ouagadougou, les retraités se donnent 48 heures pour examiner les textes statutaires de l'Association nationale des retraités du Burkina Faso. C'est le principal point à l'ordre du jour du 20e congrès ordinaire de l'association, dont l'ouverture a eu lieu ce matin. Parrain de la cérémonie, le président de l'Assemblée nationale, Kwame Bama, Sylvain Vebamba. Ce 20e congrès de l'Association nationale des retraités du Burkina réunit les membres des 45 sections provinciales autour du Bureau national pour l'examen des textes statutaires et le renouvellement des instances en vue de la redynamisation de l'association. Le rapport moral et le rapport financier, c'est-à-dire que nous allons passer ça en revue, qu'est-ce que nous avons pu faire les 3 années passées et au point de vue finance, qu'est-ce qu'on a pu avoir pour la vie de l'association.
Au regard du contexte sociopolitique national, les retraités de Burkina ont placé leurs assises sous le signe du dialogue social. Le thème, c'est assez large. Vous voyez, avec l'insuffisance présentement, il faut un dialogue. Sinon, on va se retrouver là où on ne souhaite pas se retrouver. C'est dans ce cadre, en tout cas, il y a beaucoup de choses à débattre. C'est ce nécessaire dialogue intergénérationnel que le président de l'Assemblée nationale a salué à l'ouverture des travaux, tout en rendant hommage à la sagesse de ces hommes et de ces femmes. L'Association nationale des retraités du Burkina est un creuset de sagesse. Il s'agit d'une association qui apporte toujours sa contribution à la construction de notre pays. Et cette association a participé, vous vous souvenez, éloquemment au forum des personnes âgées et également au forum des corps constitués. C'est-à-dire qu'il y a là toujours un potentiel qui est mis à la disposition des générations plus jeunes. Il est donc attendu de ces 2 jours de travaux des orientations devant régir le fonctionnement de l'association pour les 3 prochaines années. Voilà des travaux qui ont démarré donc hier matin à Ouagadougou. Les députés membres de la Commission du développement économique et de l'environnement, eux, vont à l'information sur l'approvisionnement du Burkina Faso en électricité et les délestages. Ils étaient sur le terrain pour visiter des installations de la Sonabel dans la boucle du Moun et dans les hauts bassins et échanger avec les techniciens. Le résumé de la sortie avec Anatole Nakoulma et Anna-Lucie Kiri. Centrale électrique de Komsilga, c'est sur ce site qu'a débuté la mission d'information des parlementaires de la Côte, la Commission du développement économique et de l'environnement, sur l'approvisionnement du Burkina Faso en énergie. Cette année, on a eu affaire à beaucoup de délestages, que ce soit au niveau de Bobo et de Ouaga. L'opinion publique se pose beaucoup de questions. Le problème de l'électricité, c'est récurrent au Burkina. Donc je crois qu'il était tout à fait naturel que la représentation nationale s'intéresse à ce sujet-là. Les élus nationaux, tout en échangeant avec des responsables et des techniciens, ont visité notamment la salle des machines, de commandes et de traitement des combustibles. De la région du centre, les membres de la Côte se sont rendus dans la boucle du Moun et dans les hauts bassins où ils ont visité respectivement les différentes installations du poste de pas et de Cordénie. Ils ont aussi pu constater de visu l'état d'avancement des travaux d'extension de la centrale de Bobo 2. Si désormais je suis victime d'une coupure d'électricité, je crois qu'au lieu de me plaindre, je serais plutôt prêt à plaindre les agents de la Sonabel qui vont encore s'arracher les cheveux pour pouvoir résoudre la panne et permettre aux consommateurs d'avoir l'électricité que nous prisons tant. Je voudrais aussi recommander qu'au niveau du management des ressources humaines, une attention forte soit accordée à la compétence et au recrutement des qualifications qui permettent d'avoir une meilleure exploitation de ces centrales qui viennent d'être construites. Parce qu'une mauvaise exploitation nous amènerait à des pannes fréquentes. Qui dit panne fréquente amène forcément bien sûr des délestages. À l'issue de l'exposé du conseiller technique du directeur général de la Sonabel sur la politique énergétique du Burkina Faso, les parlementaires ont formulé des recommandations. Nous sommes convaincus qu'il y a un certain nombre d'informations que ces leaders politiques n'ont pas. Et ça a été pour nous l'occasion de leur fournir ces informations. Donc ça a été important. Ça a été pour nous aussi l'occasion d'avoir leur soutien de vive voix. Le président de la Côte et ses collègues élus, avant de quitter les unités visitées, ont félicité les travailleurs pour les efforts et les actions qu'ils comptent entreprendre pour trouver des solutions au délestage. L'envoyé spécial du secrétaire général de l'Organisation de la Conférence islamique pour le Mali et le Sahel, Djibril Yipene Bassolé, rend compte aux ambassadeurs de l'OCI accrédités au Burkina Faso de sa mission les 16 et 17 juin dernier à Djeddah. Au programme de la mission, une rencontre avec le secrétaire général de cette organisation et une réunion du groupe de contact donc de l'OCI pour le Mali, SL Judith Assogba. À la réunion du groupe de contact de l'Organisation de la Conférence islamique pour le Mali,
Djibril Ipene Bassolé, en sa qualité d'envoyé spécial du secrétaire général de cette organisation, a présenté son plan d'action pour une sortie de crise au Mali. Ce plan d'action, qui a été approuvé par le secrétaire général de l'OCI, donne un aperçu de la situation d'ensemble dans les pays du Sahel avant d'aborder le cas particulier du Mali qui traverse depuis 2012 une crise sociale et institutionnelle. Il fait également ressortir les actions menées à ce jour par l'OCI en collaboration avec les autres institutions internationales et régionales. L'envoyé spécial a aussi suggéré lors de son séjour à Djeddah l'élaboration d'une stratégie OCI pour le Sahel qui est d'ailleurs l'objet des échanges entre Djibril Ipene Bassolé et ses corps diplomatiques. Des échanges auxquels la presse n'a pas été associée. Tous les pays de la région du Sahel sont des pays membres de l'OCI. C'est la première raison qui milite en faveur de l'élaboration d'une stratégie Sahel. La deuxième raison, c'est que l'islam, d'une manière directe ou indirecte, se trouve être invoqué dans un certain nombre de crises que nous connaissons dans notre région du Sahel. Vous avez suivi ce qui s'est passé au Mali, vous suivez en ce moment ce qui se passe au Nigeria avec Boko Haram. Donc l'invocation de l'islam interpelle l'OCI et il est bon que l'OCI joue un rôle central dans la recherche de solutions globales de paix. Évidemment, l'élaboration de la stratégie mettra l'accent sur l'épineux problème de l'emploi des jeunes. Je crois qu'aujourd'hui, une stratégie efficace doit pouvoir répondre à la question de l'éducation, la formation, l'emploi de la jeunesse. Parce que c'est cette jeunesse qui, en proie quelquefois à la désespérance, devient un peu le pourvoyeur de combattants au mouvement armé extrémiste. Cette stratégie est à l'image de celle adoptée par les Nations Unies et l'Union européenne. Elle prendra en compte la sécurité et le développement socio-économique de la région. L'envoyé spécial aura donc besoin de l'assistance et de l'implication de ses ambassadeurs de l'OCI accrédités au Burkina Faso pour qu'au final, ils puissent faire au secrétaire général de l'OCI une proposition de stratégie basée sur leur expérience et leur connaissance du terrain. Autre point de l'actualité, et quel lien y a-t-il entre la mobilité des enfants et leur situation de prostitution dans l'espace CEDEAO? 3 études ont été commanditées pour tenter d'apporter la réponse à cette question. Des études dont les résultats devraient proposer des pistes d'action pour mieux lutter contre l'exploitation sexuelle des mineurs à des fins commerciales dans la sous-région. Des précisions avec Yolande Lompo. Le constat est amer. Les enfants pratiqueraient de plus en plus le plus vieux métier du monde. Selon une étude menée dans 4 villes de mise en œuvre du programme Afrique contre la traite et l'exploitation sexuelle, nombreux sont les mineurs qui arpenteraient les rues à la recherche d'une clientèle. La moyenne d'âge des mineurs en situation de prostitution est de 16 ans et demi et malgré leur jeune âge, 4 sur 10 seraient mères d'au moins un enfant. Cette étude, je peux dire que c'est la première du genre qui est focalisée sur uniquement les mineurs. La majorité souhaite avoir des alternatives pour quitter ce monde de la prostitution-là, mais elles n'ont pas forcément les ressources qu'il faut. Au Burkina Faso, une loi portant définition et répression de la vente d'enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants a été adoptée. Cependant, sur 10 mineurs enquêtés, plus d'un aurait des expériences de pratique de prostitution dans un autre pays. Le gouvernement est conscient que le phénomène existe. Lorsque vous sortez le soir après une certaine heure, on constate manifestement dans les rues de Ouaga des jeunes filles, des mineurs qui se promènent. On envisage justement trouver les solutions à ce problème. Et les solutions ne peuvent passer qu'à par des études
qui permettent de mettre en évidence les causes du phénomène. L'enquête a concerné près de 750 mineurs dans les 3 pays que sont le Bénin, le Niger et le Burkina Faso. Et parmi ces enfants, pour la plupart déscolarisés, on en compterait une dizaine de garçons au Niger. Afin de mettre fin à l'exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, des actions de plaidoyer seront donc menées. La faim et la pauvreté ont très souvent bon dos dans cette exploitation sexuelle des enfants en Afrique. L'association Marche contre la faim des enfants au Burkina Faso donne la chance à tous les enfants d'étudier en ayant le ventre plein. Elle remet donc le couvert cette année avec pour défi 30 millions de francs CFA pour nourrir les écoliers burkinabés. La marche de collecte de fonds a eu lieu le week-end dernier et tout le monde est convié à mettre la main à la poche pour aider, pour venir en aide aux enfants burkinabés. Karim Patrick Namouano. Prendre son repas après les classes, cette aubaine, des milliers d'élèves des 12 000 écoles de Burkina Faso ne l'ont pas toujours. Alors, combien seront-ils à abandonner le chemin de l'école pour cause de ventre creux? Des milliers sur les 2 500 000 élèves que compte le pays. Pour y remédier, un seul geste suffit. Nous pouvons vaincre la faim. Chaque Burkinabé peut contribuer à hauteur de 125 francs. Chaque Burkinabé peut prendre en charge le repas annuel d'un élève à hauteur de 21 500 francs. C'est possible, c'est un défi que nous pouvons relever et pour bouter à jamais hors des établissements la faim. De ces propos découle tout le sens de cette marche, partie de la place de la Nation jusqu'au rond-point des Nations Unies. L'association Marche de solidarité contre la faim des enfants de Burkina Faso mène sa croisade avec 2000 élèves et 500 élèves policiers avec le soutien de la première dame ici représentée. 21 500 francs suffisent pour nourrir un enfant scolarisé pendant toute une année scolaire. Laissez parler votre cœur ainsi que votre raison et continuez à aider les enfants nécessiteux à grandir en bonne santé et devenir des citoyens inspirés. La parole, l'acte. L'ambition est de collecter 30 millions de francs CFA pour assurer l'alimentation journalière des écoliers de Burkina Faso. Les collectes se poursuivront jusqu'en début octobre 2014. Les acteurs des systèmes financiers décentralisés du Burkina Faso évaluent les acquis engrangés en 2013 et se fixent de nouveaux objectifs pour mieux faire profiter les populations des avantages de ces systèmes financiers. Sur l'ouverture de cette Assemblée générale, le compte-rendu de Abdourahmane Zongo. Au cours de cette Assemblée générale ordinaire 11e du genre, ces séminaristes vont se pencher sur le bilan des actions accomplies en 2013, mais aussi dégager des perspectives pour les activités à venir. Ces participants sont tous des acteurs des systèmes financiers décentralisés. Un système financier décentralisé, c'est ce qu'on a appelé anciennement les institutions de microfinance. Décentralisé parce que, de par la loi, il est permis à tout le monde de participer. Donc vous avez des formes coopératives, vous avez des formes de sociétés anonymes qui peuvent aussi intervenir. L'important, c'est de pouvoir desservir les populations qui n'ont pas généralement accès au système bancaire classique. Ça veut dire que ces systèmes, c'est des relais qui se trouvent un peu partout sur tout l'étendue du territoire et qui concourent justement à la bancarisation. Les organisateurs sont soutenus par les autorités de tutelle. D'abord, il faut reconnaître quand même qu'il y a un dynamisme. Il y a vraiment de très bonnes performances. Mais il y a des cas pour lesquels, bien entendu, les difficultés que l'autorité de tutelle a pu relever, c'est très souvent le non-respect donc la réglementation et un certain nombre donc d'outils de gestion et de surveillance interne à ces systèmes financiers sont également inexistants. Et vous le savez très bien que cela joue, bien entendu, sur la performance donc, de ce secteur-là. Et c'est pour cela qu'il est bon que les dispositions puissent être prises pour faire en sorte que l'ensemble donc, de ces outils de bonne gestion puissent être mis en place. De fortes recommandations sont attendues à la fin de la rencontre afin de consolider les systèmes financiers décentralisés au bénéfice d'un grand nombre de populations.
L'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole apporte sa contribution à la compréhension de l'industrie minière. Son premier symposium à Ouagadougou a pour but de partager les meilleures pratiques entre professionnels du secteur minier en Afrique de l'Ouest et au Canada. Nathalie Savadougou-Nabaloum. L'Institut canadien des mines, de la métallurgie et du pétrole, ICM, veut partager ses expériences et bonnes pratiques dans le domaine des mines avec les professionnels du secteur minier. Il a organisé samedi dernier son premier symposium sous le thème « Comment comprendre l'industrie minière ». Ces professionnels venus des 8 pays de l'UEMOA vont apprendre la gestion des projets miniers, les aspects communautaires du développement minier et le traitement du minerai aurifère. Le monde minier a changé. Nos gouvernements aussi essaient d'assurer que les populations soient ce qu'ils veulent et la dynamique est complètement différente. Donc, la seule façon d'accomplir l'exploitation minière d'une façon moderne et équitable, c'est vraiment d'avoir des conversations beaucoup plus approfondies sur des impacts, des retombées. Se fixer des objectifs qui sont différents au niveau de l'emploi direct, au niveau de la chaîne d'approvisionnement, même de l'achat local. C'est une dynamique qui est mondiale, qui est nouvelle, même chez nous au Canada. Donc, c'est un défi et aussi une opportunité qu'on a en commun. Pour le ministre en charge de l'énergie et des mines, Salif Lamoussa Kabouré, c'est une opportunité pour les étudiants qui veulent embrasser le métier de trouver un gisement d'informations pour continuer leurs travaux et après servir le pays. Les intervenants sont des brillants orateurs. Ce sont des gens qui sont connus sur le plan international et qui connaissent très bien le secteur minier, sa géologie, sa fiscalité et même sa gestion. Donc je pense qu'au terme de cette journée, les conclusions et recommandations seront pertinentes. Et le ministère en charge des mines va s'en approprier pour voir dans quelle mesure certaines recommandations pourront être appliquées. Il est attendu des membres de la section locale de l'ICM des actions à entreprendre en vue de contribuer de façon significative au développement harmonieux du secteur minier burkinabé. L'Association des jeunes pour le développement de Kaya offre 120 poches de sang au centre hospitalier régional de la ville. Un geste qui soulage la banque de sang qui enregistre de fortes demandes en ce moment. L'association a également pensé à reverdir la cour du CHR et au repas des malades. Récit de la journée de bienfaisance avec Cédouzon. L'association des jeunes pour le développement de Kaya, la JDK, frappe à la porte de leur centre hospitalier régional. Ces jeunes viennent en appui à l'hôpital pour donner leur sang. Un acte d'amour mais aussi de solidarité au profit de toute personne qui aura besoin de ce liquide précieux. Je suis venu pour donner le sang, pour sauver les vies demain ou pour savoir mon groupe sanguin. Pour cette opération, il est prévu de collecter plus de 100 postes de sang. Le don de sang, c'est notre activité principale. Et aujourd'hui, nous avons décidé de venir ensemble pour donner le sang, pour sauver les gens. Un geste louable et salutaire selon les responsables de l'hôpital. Le CHR en a besoin de sang, a besoin cruellement, j'allais dire même de sang, parce que, vous savez, nous sommes déjà presque en hivernage. Et le besoin de sang se fait avec acuité. Il y a le palu qui s'annonce d'ores déjà. Et nous sommes aussi dans une zone où fréquemment il y a des accidents, il y a tant d'événements qui nécessitent beaucoup plus de sang. En plus, vous savez que le CHR, c'est une structure qui est à Kaya ici, le CHR de Kaya est la seule structure sanitaire de référence. Il n'y a pas un CMA, donc ça fait que chaque besoin de sang, c'est au CHR ici. Or, on constate depuis un certain temps quand même de moins en moins de donneurs de sang. Plantation d'arbres et remise de vivres au CHR ont également marqué cette journée. Et pour son engagement en faveur de dons de sang au Burkina, la JDK a reçu cette attestation de reconnaissance de la part du Centre national de transfusion sanguine. Et pour terminer, des nouvelles de la Coupe du Monde Brésil 2014. Les qualifiés du groupe C sont connus. Le Costa Rica, déjà qualifié, a conforté sa place de leader grâce à son match nul de 0 but partout devant l'Angleterre. La seconde place est pour l'Uruguay qui a battu l'Italie
1-0. Tout à l'heure, sur le coup de 20h, dans le groupe D, la Côte d'Ivoire tentera d'arracher sa première qualification pour les huitièmes de finale devant la Grèce et le Japon défiera la Colombie, leader du groupe. C'est tout donc pour l'actualité dans cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente soirée à tous et à toutes en compagnie du football, bien sûr, puisque nous retrouvons tout à l'heure Victorien Marienne et ses invités pour la suite des matchs du mondial brésilien. Moi, je vous retrouve demain pour d'autres actualités.